Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Joies du sport. Mon invité du jour prendra demain le départ d'un monument du trail québécois, le Québec Méga Trail, sur le format 135 km. Mais avant de chausser les baskets, elle nous fait le plaisir de passer sur le podcast pour nous parler de sa préparation et de ce que cette course représente pour elle. Il faut dire qu'elle connaît bien l'événement. L'année dernière, elle a remporté le format 80 km. Cette année, changement de distance, nouveau défi, mais toujours avec la même énergie. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qui l'a amené sur les ultras, de la place du sport dans sa vie au quotidien, de ses objectifs sur cette édition du QMT et bien d'autres choses encore. Mais ne perdons pas plus de temps et accueillons tout de suite Geneviève Asselin-Desmeurs. Salut Geneviève, comment tu vas? Ça va bien, toi? Eh ben écoute, plaisir de te recevoir la veille du départ. Décidément, deux épisodes qui se suivent et ça risque d'être devenir une habitude. En tout cas, on aura les informations au plus près du départ, sur tout ce qui concerne la préparation et l'état d'esprit surtout avant cette course. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots et nous dire quel était le premier sport qui t'a passionné? Me présenter. Ben, Geneviève Asselin-Demers, on va dire jeune fille, là, ou jeune maman de 37 ans, maman de petite jumelle de 6 ans. Passionnée du sport depuis des années. J'ai commencé, je pense, que j'avais 14 ans, à m'entraîner par plaisir avec ma maman qui s'entraînait dans un centre sportif, là, tu sais, un gym plus communément appelé. Donc, j'ai commencé dans les débuts en faisant de l'aérobie et des cours de spinning. Si on parle de sport, plus sport extérieur, là, ce qui m'a passionnée dans mes débuts, ça a été le canot. Donc, j'ai commencé à sportif de plus haut niveau en faisant du canot. Ouais. D'accord. Donc assez atypique par rapport à la pratique d'aujourd'hui. Et comment alors tu as découvert la pratique de la course à pied sur sentier? La pratique de canot c'est vraiment commun à Québec, donc la ville de Québec, parce que les cours d'eau, il y en a partout. Donc, c'est plus facile de pratiquer le canot. Moi, je faisais du canot à glace, donc c'est encore moins connu, surtout en France, mais c'est du canot. Le fleuve gèle partiellement pendant l'hiver, donc dans les parties gelées, on court sur la glace avec des espèces de crampons à glace. Puis quand c'est de l'eau, on rame au pagaie avec des grandes avirons. Donc, c'est un sport que je trouvais complet. Dans le fond, c'est autant le haut du corps que le bas du corps qui travaille. La vie a fait en sorte que je suis partie de la ville de Québec pour revenir dans ma ville natale, donc près de Montréal. Et là, la pratique du canot était très compliquée ou plus difficile à gérer avec la vie professionnelle, le trafic à Montréal. Donc, je m'étais dit que le sport le plus facile à pratiquer, c'était la course à pied. J'avais juste à mettre des souliers puis à partir courir. Fait que je me suis mis naïvement à la course à pied parce que c'était le sport le plus facile à faire dans le contexte que j'étais. Euh, Puis j'ai pogné la piqûre assez rapidement là parce qu'en 2 ans, ben j'ai gagné le marathon de Montréal. Donc on savait que j'avais un potentiel quelconque. Euh, Effectivement, oui. Puis j'avais cette passion-là, tu sais, cette passion, cette compétitivité-là. Fait que là, j'ai comme pratiqué la course sur route pendant plusieurs années, jusqu'à temps que j'accouche de mes enfants. J'étais que route. Puis une fois que j'ai accouché de mes enfants, pour un peu amener la famille dans tout ça, puis mon ex-copain à l'époque, le papa des jumelles, lui détestait la route. Fait que je dis, ben, si on veut faire un sport en famille, moi, ben, j'irais plus faire de la trail. Puis moi, ben, mettre des baskets, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, j'ai été aussi encore naïvement embarquée dans la course de trail. Euh, Puis la piqûre, ben, tu sais, la magie de la trail a opéré et ça a même pas pris 1 an que j'ai fait la transition route pour la trail. Puis je ne me verrai pas revenir en arrière. La route, c'est fini. Plus de basket de route dans le placard. Ben, j'ai pas le choix de m'entraîner en route parce que j'habite l'île de Montréal. Les Hmm. montagnes la plus proche, c'est le Mont-Royal où il y a 70 mètres de dénivelé. Puis en trafic, ça peut me prendre 2 heures me rendre, tu sais, même en étant sur l'île. Donc c'est compliqué juste faire de la trail à Montréal. Donc beaucoup de mes entraînements vont être sur route. Euh, mais dès que j'ai la chance de sortir de l'île, là, je m'en vais dans des trails en Estrie, en Mauricie, à Québec. Ok, donc en tout cas, ouais,
entraînement en route, mais plus trop de dossard. Non, pas de descente Ça c'est route. plus trop d'actualité. Et alors, Je quelle mets est un ta dessin pan... pour faire des petites courses, là, 1 kilomètre bout de chou avec mes Ouais. enfants, mais c'est tout. Et quelle était la première course que t'as faite, en tout cas en trail? La première course que j'ai fait officielle de sort de ultra trail, ça a été euh, la Gaspésia. C'est un TP, donc un trans Gaspésia. C'est en plusieurs jours. Oh, ok. Donc un 13, un 55, puis un 35. Ça se trouve à être en Gaspésie, près du Rocher Percé, super bucolique. Euh, mais ça a été une, des initiations très pénibles là, à la course de trail parce que quand tu arrives de la route, 32,2, ça fait vraiment 42,2. Puis si ça fait Je vois où tu veux en venir. 42,3, les gens, ils chialent. Là, tu sais, sur la route, c'est inconcevable de faire un 42,3. Puis là, je me rappelle clairement, j'étais rendue à 55. Puis là, je passe le ravito, puis il me dit, ah, très genre 7 kilos. Je suis comme, 7 kilos? Ça marche pas, là. Ma montre, elle me dit que c'est fini, là. Moi, j'arrête ici. Fait que ça, ouais. Puis on a parti. Moi qui détestais avoir les souliers mouillés, en route, on évite les flaques d'eau, tu sais. Puis là, l'annonceur arrive avec des flottes, des vestes de sécurité. Puis elle me dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui savent pas nager? Ben là, je suis pas venue faire du triathlon, là. Je suis venue faire un trail. Il dit, parce que c'est marée haute, donc vous allez partir dans la mer. Et là, on avait de l'eau aux hanches. Donc, on courait 4 kilomètres sur une plage de galets qui se trouvait plus être une plage, qui se trouvait être la mer, avec des kayakistes de sécurité qui nous suivaient. Et puis là, c'est même pas, c'est les 4 premiers kilos, là, t'es trempé jusqu'aux bobettes. J'étais là, mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarquée? Puis, ben, c'est ça. Sûrement que j'ai pas assez détesté ça parce que je suis restée là-dedans. Et c'est ce que j'ai en train de me dire, c'est que finalement, ça t'a pas tant déplu parce que ça t'a pas Mais je empêché sais, ça de peut pas continuer être en tout cas les pire que courses. ça. Bah là, ouais, faudrait rajouter la météo, mais ça commence à faire beaucoup au bout d'un moment, hein. Ouais. C'est pas mal comme anecdote, celle-là, j'ai jamais entendu. Et c'est surtout pour une première où tu viens découvrir. C'est Ah quand même ouais, ouais. découvrir l'ultra, c'est On quand même m'avait quelque chose, quoi. prévenu après que c'était souvent des choses qui pouvaient arriver en trail. Mais, euh, mais c'est ça, j'ai eu une bonne initiation. Et la partie vraiment compétition, tu nous as parlé du coup que tu avais quand même gagné le marathon de Montréal. Et est-ce que tout de suite tu as voulu retrouver l'esprit compétitif en course, en tout cas en trail, comme tu aurais eu sur route, ou finalement tu t'es laissé plus découvrir les choses, amener à la performance venir peut-être après coup? Euh, je suis restée quand même assez humble dans tout ça parce que j'étais dans les débuts. Mais je faisais quand même des beaux podiums puis des records de parcours dès ma première année. Fait que, tu sais, je savais que j'avais un potentiel. Euh, mais là, tu te dis, le Québec est une très, très petite province à travers tout ce grand monde de la trail. Donc, dès ma deuxième année, j'ai commencé à faire des courses plus à l'international. Puis c'est là que ça te ramène les pieds sur terre, là, où tu te dis, ouf, j'ai des croûtes à manger, les filles, les Européens, les Américaines, tu sais, c'est du monde qui sont tellement forts, c'est tellement inspirant euh, c'est ça, c'est oui compétitif parce que j'ai cette fibre-là en moi. Fait que je pense que même si quelqu'un me dit ah prends la course, prends le départ pour le plaisir, ben dès que le coup de départ est donné, il y a comme deux fils qui se touchent, puis j'ai envie de racer, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Mais cette compétition-là, je la fais vraiment envers moi-même pour qu'à la fin de la course, souvent, moi, ce que je me dis, c'est qu'à la fin d'une course, peu importe la position, tu sais, que ça soit j'arrive première ou que j'arrive 10e, euh, est-ce que tu as tout donné? Puis tu sais, quand tu arrives au finish, puis tu dis j'ai donné le meilleur de moi-même, ben je vis pas de regrets. Tu sais, moi j'ai jamais de regrets, puis fait je suis compétitive, oui, mais j'accepte aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment plus fortes que moi. Puis si elles sont en avant de moi, c'est parce qu'elles méritent. Là, tu sais, il y en a qui font ça de leur vie, il y en a qui sont professionnels dans le domaine. Donc, c'est comme normal qu'elles soient en avant de moi, qui fait pas ça de ma profession, mais c'est plus par plaisir que je pratique la trail.
même si je suis compétitive, puis même si je fais des podiums, puis même si j'ai des bonnes positions, ça demeure que pour moi, j'ai une job à temps plein. Puis la fin de semaine, ben je m'en vais m'amuser dans le bois. Fait que tu sais, je veux vraiment que ça reste comme ça, puis que mon mindset reste comme ça. Il y en a beaucoup qui vont me demander, tu veux-tu devenir pro? Tu veux-tu lâcher ta job? Puis la réponse a toujours été claire, puis elle sera toujours. Je vais jamais lâcher mon travail parce que j'adore ce que je fais comme emploi. Puis ça, la course à pied me permet de complètement, tu sais, m'évader, me sortir de ma routine, mon stress quotidien. Fait que tu sais, j'aimerais pas ça que mon stress devienne la course. C'est vraiment mon moment échappatoire, c'est mon moment à moi tout seul dans la forêt. Fait que puis je veux que ça reste comme ça cette connexion là que j'ai avec la trail. Fait que c'est un peu tout ça qui fait en sorte que je suis compétitive, mais c'est ça, c'est pas, tu sais, je mettrai jamais une branche d'un jambe de la fille qui est en avant de moi pour la battre, là, tu sais. Je vois l'image. Et aujourd'hui, alors quelle place tient le sport dans ton emploi du temps au niveau de la semaine? Donc tu as dit le week-end, c'est vrai que tu t'en profites pour partir, peut-être faire des sorties plus longues, mais après au quotidien, le reste de la semaine, comment tu t'organises pour Ben, je pense que pratiquer et pour puis ma du coup santé essayer de toujours mentale, performer? ouais, ma santé mentale, j'ai besoin de sport quotidiennement. Euh, puis je me réveille le matin, puis moi, déjà, je suis sur le vélo de spinning dans mon sous-sol. Je m'entraîne là tous les matins. Je fais rouler mes jambes. Donc, tu sais, le sport, pour moi, est super important. Puis j'intègre mes filles le plus que je peux. Donc, quand je fais des petites sorties où le temps ou la vitesse n'a pas d'importance, ben, j'amène mes filles à vélo avec moi. Donc, moi, je cours, les petites cocottes suivent en vélo. Puis c'est aussi ça, d'intégrer mes filles un petit peu partout, puis de leur montrer que c'est le fun, s'entraîner. Tu sais, j'y vais jamais de reculons, j'ai toujours du plaisir, que ce soit la course ou le vélo dans le sous-sol. Puis c'est ça qui est important pour moi, de leur montrer que maman s'entraîne parce qu'elle veut garder une forme physique, une forme, tu sais, une santé mentale. Fait que, tu sais, mes jumelles, là, ils ont comme hâte de courir comme maman, là. Tu sais, ils ont hâte, puis souvent, ils vont me le répéter, là. Tu sais, moi, maman, je vais courir plus vite que toi un jour. Je leur souhaite. Fait que, c'est ça, c'est quotidiennement, je vais faire de l'entraînement. Je priorise aussi la vie de famille. Donc, la semaine, je suis séparée. Donc, la semaine que j'ai mes filles, les entraînements vont être plus courts ou subdivisés, là. Donc, matin, midi, soir, pour faire des moins gros entraînements, puis pas écoper la vie familiale. Puis la semaine que je les ai pas, ben là, c'est là que je vais faire des plus gros entraînements puis des week-end chocs. Ou, comme en fin de semaine, c'est une compétition, ben des compétitions, je les prends toujours les week-ends ou les semaines que j'ai pas mes filles. Fait que comme ça, c'est ça qui dirige un peu là, ma saison de course. Ça marche. Ok, en tout cas, c'est vraiment, on voit que c'est cadré et c'est franchement, en tout cas, très organisé. Et en tout cas, on voit que c'est purement du plaisir pour toi et ça fait du bien en tout cas de l'entendre. Mais je pense que ça n'a pas le choix Et d'être cadré aussi un petit peu, là, parce que je pense oui, on manquerait d'heures dans notre journée. ouais, de toute façon, déjà, quand on commence à avoir des enfants dans notre vie, c'est vrai que ça demande tout de suite plus de cadre. On peut moins faire un peu, on va dire, comme on veut ou à la dernière minute. Il y a un peu plus Exact. d'organisation à avoir, en effet. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'entraînes seul ou est-ce que tu es entouré par des coachs, une équipe, un club? Euh, c'est encore un sujet super tabou. J'ai pas, tu sais, un coach qui va me donner un Ouais, programme de course à pied. Ça, non, j'en veux pas. Parce que je trouve que c'est une pression de plus que je veux pas prendre. Parce que il y a rien, comme tu dis, avec des enfants. Je sais pas si aujourd'hui je vais être capable de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vais être capable de faire des. Tu sais, peut-être que ma nuit avec mes deux enfants là, a été le bordel. Ça me tente pas de me clencher des intervalles le lendemain matin à 4h30 le matin. Fait que je veux pas de coach qui fait. Moi, je vais vraiment au feeling, comment je me sens. Puis c'est selon mon temps libre. Tu sais, fait on dirait que avoir un programme puis dire ok aujourd'hui il faut que je fasse 3 heures puis là j'ai pas le temps puis là, je me sentirais mal de pas le suivre. Fait que j'en ai pas. Mais j'ai eu une grosse blessure complètement stupide l'année passée. Tu sais, je fais des heures dans la forêt, dans les racines, la roche, les boîtes, tout ce qui se passe au Québec. Là, nous autres, on a des terrains quand même techniques au Québec. Puis je me suis cassé la cheville sur un trottoir à Montréal en marchant, tout bonnement. Fait que, ouais, c'est quand même
après ça, moi, j'ai toujours guéri super vite, tu sais. J'ai jamais eu de bobo à long terme. J'ai jamais eu douleur à un genou, une bandelette, périostite, tu sais, name it, là, les blessures de coureur. Je vais toucher du bois. Genre, tu sais, pas souvent blessée. Puis cette blessure-là, je l'ai traînée vraiment longtemps parce que je voulais finir ma saison. J'avais été qualifiée pour l'UTMB. J'ai couru l'UTMB sur ma blessure. Euh, fait que finalement, je me suis entourée d'un professionnel, ben deux professionnels, donc physio, euh, ostéopathe. Puis tu sais, ils m'ont vraiment comme ramené à ma condition initiale du mieux qu'ils pouvaient. Un, pour que je finisse ma saison. Puis au début de la saison, on a vraiment travaillé ce qui était de renforcement. J'avais pas trouvé la nécessité de me faire ça jusqu'à présent. Et là, pour revenir à ma forme, revenir avec la même mobilité, j'ai eu besoin de m'entourer de professionnels parce que j'étais peut-être limitée dans les outils que je connaissais. Fait que j'ai pris un coach qui m'a fait des séances de muscu puis de renforcement que je devais suivre puis que je suis encore. Fait que côté coach, on peut dire que oui, j'ai été coachée pour ce qui est de la musculation puis de la mobilité parce que ça, c'est des choses que je maîtrisais pas puis j'avais pas les connaissances. Puis tout ce qui est cardio, tu sais, je sais que si je commençais à faire des intervalles, je serais sûrement meilleure, là, mais ça me tente pas. Ouais. Fait que j'en fais pas. Je suis un peu à la courtée de water, là, tu sais, genre, j'y vais au feeling. Ouais, bah, en tout cas, oui, je vois que il y a eu quand même une évolution. C'est vrai que malheureusement, c'est ce que je voulais te demander. Il me semblait que c'était par rapport à l'UTMB, parce que j'avais vu une interview de toi à l'UTMB qui expliquait comme quoi tu étais blessé. Je me rappelais plus que c'était la cheville, mais effectivement. Et donc là, en tout cas, aujourd'hui, on parlera bon après exactement de la course un peu plus tard dans l'épisode, mais aujourd'hui, physiquement, là, tu te sens revenu comme avant cette blessure, ou il reste encore quelque chose, ou voire même mieux, hein, possible aussi. Je pense mieux. J'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de petits muscles dans une cheville qui sont importants à travailler. Donc, je considérais que je suis mieux que ce que je l'étais. Puis même qu'ils ont trouvé des blessures chroniques que, selon moi, avec les années, j'avais considéré que cette petite douleur à la hanche était rendue normale et une normalité dans la vie. Ils m'ont fait comprendre que mes fessiers étaient peut-être un peu sous-développés. Relativement, mettons, le quadriceps, qui est un gros muscle super fort. Fait que, tu sais, ils m'ont fait travailler des muscles antagonistes que t'as pas tendance à travailler beaucoup sur le terrain, mais qui est quand même important de faire des petits exercices de la renfo le soir avant de te coucher ou le matin au réveil. Fait que je pense que je suis comme plus équilibrée là, puis que les petits muscles ont travaillé, ou tu sais, du moins ceux qui étaient pas sollicités ou qui étaient plus endormis, ben je les ai réveillés un petit peu. Donc puis le suivi fait en sorte que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont dit, mon Dieu, Geneviève, depuis le début de la saison, tu enchaînes. Tu sais, en avril, j'étais au Colorado pour un 100 kilos. En mai, j'étais à la Transvulcania aux îles Canaries pour la 75K. En Suisse, en juin, avec un 110. Oui, Puis en jusqu'à juillet, j'étais même. au KMT 135. Donc là, ils font comme, oh mon Dieu, mais après chaque course et avant chaque course, je vois mon ostéopathe, je vois mon physio, je les vois toutes les semaines. On travaille le corps, on travaille la remise. T'sais, ils me remettent à neuf tout le temps. Donc, je trouve que de s'entourer de personnes comme ça me permet, oui, d'enchaîner, mais d'enchaîner sur un corps qui est tout le temps prêt à recevoir la charge que je donne. Donc, oui, je pense que cette année 2025, de bien m'entourer, ça va faire un gros changement. Ok. Écoute, bah, aujourd'hui, tu vas pouvoir inaugurer un concept dans le podcast qui s'appelle Fast and Trail. Ouais. C'est quelques questions rapides, simples, et voilà, des réponses sans trop besoin de développer, sauf si tu t'en sens le besoin. OK, je suis Alors, prête. on commence. Première question, plutôt montée ou descente? Descente. Ton ravito idéal? Des grilled cheese. Le pire truc que tu aies mangé en course? De la boîte. Ton surnom? Petite patate. Un mot en course qui te booste à chaque fois? La boîte est derrière toi, avance. La course que tu rêves de faire un jour? Le finir, l'UTMB. Quand tu cours, plutôt musique ou bruit de la nature? Dans toute la course, le bruit de la nature, quand j'arrive dans la Pain Cave musique. Ce que tu fais tout de suite après avoir passé la ligne d'arrivée? Je me couche à terre. Et ton secret pour avoir le sourire sur toutes tes photos?
Ça fait sécher mes dents. Bah, merci d'avoir participé en tout cas à ce nouveau concept. On va Ouais, c'est bien. pouvoir, on va pouvoir passer du coup à l'objectif, en tout cas ton objectif de demain et le sujet principal du podcast, le Québec Méga Trail 135. Alors là, je vais me lancer dans un exercice un peu technique pour un francophone métropolitain, c'est-à-dire lire le petit résumé qui est disponible sur le site de Québec Méga Trail qui explique un petit peu la course. Je rigole parce que tu sais très bien les problèmes qui arrivent. Alors QMT 135. Voici la toute nouvelle épreuve, reine du QMT. Le départ se donne de la magnifique ville de Baie-Saint-Paul. La première portion du parcours longe le fleuve Saint-Laurent et emprunte les sentiers La Baie. Gabriel Roy Est, Louise Gasnier et Gabriel Roy Ouest jusqu'au mont Liguori, le massif de Charlevoix. Le parcours emprunte ensuite presque entièrement le sentier des Caps de Charlevoix, où une nouvelle section amène les coureurs au majestueux Cap Brûlé, puis ensuite se rend jusqu'au village de Saint-Tite-des-Caps. À partir de ce point, les participants traversent le sentier de la Dalle humide, qui témoigne de l'époque des draveurs. Rejoignant le canyon de la rivière Sainte-Anne, l'infâme sentier de Mestachibo attend les participants jusqu'à l'impressionnante chute Jean Larose. Les coureurs devront ensuite affronter le colossal mont Sainte-Anne, qui devra être gravi à presque 2 reprises. Les 20 derniers kilomètres se déroulent au nord de la montagne, en enchaînant de magnifiques sentiers jusqu'au retour du côté sud pour l'arrivée. Donc, Oui, il y a pas mal de noms qui doivent te parler. Moi, personnellement, pas tout. Et j'ai dû me reprendre déjà, je me suis entraîné déjà 3 fois avant de le lire à peu près correctement cette fois-ci. C'est pas mais c'était évident. bon. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce parcours et est-ce qu'il y a un lien avec l'édition de l'an dernier où tu as fait le 80? Est-ce qu'il y a des portions similaires par rapport au parcours que tu avais déjà fait? Exact. V'là 2 ans, j'ai remporté le 110. L'an dernier, j'ai remporté le 80. Et cette année, je me lance sur le 135. Donc, le 110, c'est vraiment tout le 135, la fin. Donc là, j'ai pas la partie de Baie-Saint-Paul au Massif. Fait que le 110, D'accord. j'aimerais dire, j'ai tout fait la course du 135, sauf la première section. Le 80 se trouve à être du Massif jusqu'au Mont-Saint-Anne. On n'a pas la partie où on monte presque 2 fois le Mont-Saint-Anne. Donc, tu sais, on a comme beaucoup moins de D+, dans le 80. Mais toutes ces courses-là se trouvent dans le même parti. Fait que je connais bien le secteur, je suis habituée avec les sentiers, puis ça va être une course chez moi. Tu sais, je me l'approprie parce que je me dis, c'est pour une fois, j'ai cet avantage-là de courir chez moi, puis de connaître dans quoi je m'embarque. La Mestachibo est, je pense, la bête noire d'absolument tout le monde. Ben moi, je l'aime, la Mistachibo, parce que elle est super technique, mais quand tu l'apprivoises, elle peut se courir en bonne partie. Puis c'est là que je m'amuse à passer à côté des gens qui commencent à entrer dans la pain cave puis à dire, mon Dieu, le Québec, c'est donc bien difficile. Donc, exact. Mistachibo, c'est quand même une belle section très, très technique de la course. Ben, puis après ça, tu sais, nos sentiers ici, c'est juste qu'il faut les gens qui viennent au Québec, faut qu'ils s'attendent à ce que ça soit technique sans fin. Tu sais, on dirait qu'ils s'attendent à avoir une fin. Parce que souvent, c'est ça, tu sais, les courses techniques, c'est des sections qui sont techniques, puis ils finissent par finir. Ben, nous, au Québec, ça finit jamais par finir. C'est notre réalité, puis des roches, des racines, de la boîte, c'est ça du début à la fin. Euh, donc, il y a très peu de parties qui sont roulantes. Puis si c'est roulant, c'est parce qu'on se trouve en 2 parties très, très techniques. Fait qu'on peut même pas ouvrir les jambes parce qu'on est comme épuisé puis on sait ce qui s'en vient. Fait qu'on les économise plus qu'autre chose. Donc, c'est ça. Nos sentiers sont super beaux. Faut juste qu'on les apprivoise, on les apprécie, puis on essaie pas de s'en sortir. Parce que si on arrive avec ce mindset-là, ben tu sais, les gens s'en sortiront jamais parce qu'on reste dans des sentiers techniques comme ça. Donc, mais le décor est super beau. Puis là, j'espère en voir un petit peu parce que là, mes premières courses de la saison ont été assez
assez dommage côté vue au sommet. Notamment J'ai la eu Suisse Canyon Trail, c'est vrai que t'as pas été gâté par la météo sur ce non, la week-end-là. Suisse, grosse pluie, j'ai rien vu, j'ai pas vu du tout. Ben, à vrai dire, j'ai rien vu de la course, là. Tous les sommets, le col de l'Aiguillon, le col de l'Étroit. euh, on m'a dit que c'était super beau. On courait dans de la pluie, là, incroyable. L'île de la Palma, même affaire. Ça a été un déluge de début à la fin. Donc, j'ai pas vu du tout les îles Canaries. Euh, je me souhaite une belle température. Ouais. Et ça annonce quoi dire? Est-ce que tu as regardé un petit peu le bulletin météo là pour la course? Qu'est-ce qui est annoncé? Oui, oui. On va avoir on part de nuit, ben de nuit. On part à 10 heures le soir, le vendredi, donc demain. Fait que ça va être frais dans la nuit, ça va être super agréable comme température. Puis samedi annonce très chaud. Parce que là, ces temps-ci, ce que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que nous, on a énormément d'humidité. Fait que quand il fait 25 degrés, mais c'est ressenti 37, nous autres, il faut regarder le ressenti. Donc, il annonce un ressenti très chaud et très humide. Alors, ça va être super important de bien s'hydrater toute la nuit pour affronter la journée qui va être très chaude le samedi. Oh, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir sur en tout cas cette course qui est on va dire la course locale pour toi, mais aussi sur ce format et pas prendre un format par exemple, plus comme le 80. Alors je sais pas ce qui était proposé cette année. On va dire un format peut-être plus court que celui-ci. Ben c'est sûr que la première édition du 135 est quand même assez tentante parce que tu dis, je vais comme être l'initiatrice d'un nouveau parcours. Donc ça me parlait. Puis c'est sûr que c'est la course qui fait partie des World Trail Major. Donc ça l'a penché un petit peu dans la balance vu que j'allais en Suisse. Donc j'avais déjà une course de la série. Il m'en manquait juste une. Donc la distance du 135 est celle qui faisait partie de la série en tant que telle. Donc elle m'intéressait encore plus. Et je pense que ma force se situe dans mon mental quand on passe le 100 kilos. J'ai cette tendance-là de garder le rythme puis de me dire que la douleur va finir par finir. Donc, je pense que plus la distance augmente, plus je suis avantagée. Donc, c'était pour moi peut-être une décision qui était comme la plus évidente de choisir le 135, surtout que j'avais déjà fait le 80. Puis mon nom, record de parcours, mon nom est à côté, fait que je me dis, tu sais, ça serait quand même le fun de mettre mon nom ailleurs aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est le défi que je me suis donné de faire le 135. Et est-ce qu'on peut juste revenir sur l'histoire des séries là? Tu me disais que c'est la deuxième course de la série. J'ai pas trop compris en fait quelle était l'utilité du coup d'avoir deux courses dans cette série là. Ça te donnait accès à des choses en particulier ou à un classement? Un classement, exact. C'est tes deux meilleures courses de tout le circuit qui comptent pour le pointage. Donc, en ayant déjà fait une course, ben il m'en manquait juste une pour être admissible dans le classement général. L'an dernier, j'avais fait 3 courses dans le circuit. Donc, j'avais fait Madère, j'avais fait Black Canyon, puis j'ai fini à Cape Town en Afrique du Sud. Puis j'avais quand même, tu sais, je m'étais bien classée au classement. Je pense que j'avais terminé 8e. Donc, je m'étais dit cette année d'essayer de me classer un petit peu mieux dans le classement général. Donc, c'est un défi personnel que je m'étais lancé. Fait que j'avais choisi 2 courses. Puis vu que le QMT embarquait dans les courses, je me suis dit, bon, c'est un voyage de moins. Déjà qu'on voyage vraiment beaucoup. Le corps, j'ai trouvé que le corps, là, c'est quand même quelque chose qu'il faut s'acclimater, il faut s'adapter au jet lag beaucoup. Surtout quand on fait des courses en Europe. Donc, on a un voyage de nuit. Nous, les voyages pour aller en Europe, c'est toujours de nuit. Donc, tu pars avec une nuit blanche. Là, tu essaies de t'acclimater, t'adapter au décalage de 6 heures. Puis, paf, le samedi matin, la course commence. Après ça, reprends l'avion, reviens au Québec. Moi, habituellement, le lundi matin, la job recommence. J'ai les enfants à temps plein. Donc, ma vie reprend dès le lundi matin d'une course. J'ai trouvé ça difficile pour le corps d'enchaîner des voyages. Fait que je me suis dit, en prendre une au Québec, ça va peut-être me donner un petit moment de répit. Je voulais savoir sur quel aspect
pour cette course-là, tu as travaillé de ta préparation? Est-ce que tu as mis des choses en place particulières pour cette course-là? Ben, c'est sûr que les courses au Québec, faut que tu travailles la technicité. Donc, je pense que il y a, bref, j'ai fait pas mal de courses en début de saison qui étaient quand même techniques. La Suisse, il y a son lot de technicité sur le début de parcours. Là, toutes les descentes sont super techniques. Donc, je me suis amusée dans les descentes. Euh, Puis, en ce moment, les dernières semaines, ça a été de m'habituer à la température. J'ai eu des courses, la Palma, il a fait 0 degré, super froid, tout le monde a tombé en hypothermie. En Suisse, la pluie et le froid, encore une fois, j'étais pas du tout acclimatée pour la chaleur. Puis ici au Québec, les 3 dernières semaines, on a atteint des 42, puis même du 45 ressenti, ce qui est très chaud et humide. Donc, ça a été ça, là, d'aller courir en plein une heure de lunch, de midi à 2-3 heures, plein chaleur, pleine exposition. Fait que ça a été ça, là, de m'entraîner, puis à ingérer des grammes de glucides sous cette chaleur-là, parce que souvent, on a de la misère à s'alimenter quand il fait très, très chaud. Donc, ça a été de pratiquer mon alimentation sous des grosses chaleurs. Effectivement, ouais, je pense que, en tout cas, ça risque d'être utile pour la course, surtout le dimanche, le samedi dans la journée. Oui, Et ouais. d'ailleurs, tu avais parlé de l'alimentation, enfin l'alimentation sous l'hydratation, la phase nocturne, pour anticiper un petit peu pour la journée. Et est-ce que toi, tu as une stratégie en termes de rythme, gestion d'effort sur cette course-là? Euh, c'est vraiment le feeling, je pense. Là, Feeling. je regarde rarement ma montre. Puis tu sais, je sais que ma plus grande force, c'est les descentes, donc j'essaie de m'économiser en montée. Et c'est là que je vais manger et boire, beaucoup dans les montées, parce que c'est pas là que ça se gagne. Dans le fond, surtout pas dans mon cas. Donc, je vais m'hydrater et m'alimenter beaucoup, beaucoup dans les montées. Pour la suite, tu sais, comme être bien pleine, puis pouvoir juste focusser dans les descentes, puis regarder où je mets mes pieds pour pas chuter. Souvent, je vais comme peut-être moins boire, moins manger quand je suis dans les descentes ou dans les parties plus plats. Mais oui, j'ai comme des règles non écrites, donc il faut quand même que j'ai vidé une gourde à l'heure. Faut que j'aille manger. Souvent, c'est des purées. Tu sais, j'essaie de manger à toutes les heures et demie, un truc solide. Donc, ça me permet méthodiquement de savoir que j'ai réussi à mettre les grammes de glucides puis à m'alimenter adéquatement et m'hydrater adéquatement. Fait que c'est ça, j'ai des règles non écrites que si après une heure, je touche ma flasque puis elle est encore pleine, ben, je sais déjà qu'il faut comme je mette les bouchées doubles pour la prochaine heure, là. Ok, ouais, donc tu t'es mis des petits repères en tout cas pour vraiment te situer sans être non plus voilà, l'œil rivé sur la montre ou mettre des temps, tous les temps de temps, s'alimenter ou boire, mais ça te donne Ouais, en tout cas des astuces. Tu as mis ça en place, je pense, au fil des courses, j'imagine. Peut-être un, deux, trois exact. problèmes que tu as rencontrés. Après 3-4 vomis, tu remets en place des stratégies plus adéquates. Mais c'est sûr que, tu sais, toutes les courses sont différentes, les profils sont différents, la température est différente. Fait qu'on se doit de s'adapter selon la course. Il y a des gens qui vont tenir mordicus à garder leur plan de match, mais c'est pas ça l'ultra. L'ultra, faut comme improviser des fois en temps et lieu. Tu sais, improviser pas trop non plus, là, Oui. tu t'en vas pas. Je me rappelle au Mexique, j'arrive au ravito, puis là, j'avais faim. Puis moi, j'ai eu des grosses opérations. Là, j'ai 2 mètres et demi d'intestin en moins, j'ai plus de côlon droit, j'ai plus de côlon transverse. Et tu sais, je peux pas tant improviser de la nourriture parce que souvent ça passe pas. Puis là, je voyais qu'il avait fait des burritos, des enchiladas, des fajitas. Puis là, j'étais là, hey, je peux pas manger ça, là. Tout était épicé. J'avais ma face au-dessus, puis je pleurais tellement que c'était épicé. Je dis, OK, non, non. Je vais genre conserver ma stratégie nutritionnelle de manger mes purées parce que clairement, je peux rien manger à ce ravito-là. Et que ça m'avait fait vraiment rire. Fait que, tu sais, on peut improviser selon le moment puis selon tes envies du moment. Mais c'est ça, pas déraper non plus, là. Mais c'est ça, c'est selon la course. Puis, tu sais, je sais que s'il fait vraiment, vraiment chaud, ben le solide rentre moins, donc c'est d'ingérer plus de calories liquides. Mais
c'est ça. Ça, c'est avec le temps, tu trouves des stratégies qui fonctionnent mieux selon la température. Et il me semblait avoir lu sur cette course qu'il y a un système de pacer. Est-ce Oui. que c'est le cas ou non, Oui. je tourne. D'accord. Comment ça fonctionne et du coup, qui sera ton pacer ce jour-là? Oui, comment ça fonctionne, c'est dans le fond rendu au Mont-Sainte-Anne, donc là où est-ce que la foule est toute présente, c'est là qu'il y a les rassemblements où tu sais le départ du toutes les arrivées se font au Mont-Sainte-Anne. Donc l'ambiance c'est la folie. Là. Et c'est là que je trouve mon pacer, ma pacer va pouvoir faire dans le fond le 135, tu as le choix d'avoir un ou deux pacers. Donc pour les deux montées du Mont-Sainte-Anne, tu as le Ok. même pacer. Donc les 25 kilos, dès que tu passes le Mont-Sainte-Anne, tu as un pacer qui te suit pour tes deux montées. Et pour les 10 derniers kilos, tu peux switcher de pacer ou, si tu n'en avais pas, en avoir un pour les 10 derniers ou garder le même. Donc, la personne, c'est capable de faire 35 kilomètres, elle fait 35 avec toi. Mon pacer, c'est une amie à moi, c'est Kim, c'est une fille. Je tenais à ce que ça soit une fille qui me pace. Girl power, je sais pas, pour montrer aux gens, tu sais, qu'on peut faire équipe avec une fille pour un peu enlever les tabous qu'on est des, tu sais, on est compétitive une contre l'autre, puis tu sais, on s'entraide pas, ce qui est pas le cas. Fait que je voulais montrer aux gens qu'on s'entraîne beaucoup entre filles, on va s'encourager. Elle vient me pacer, si un jour elle a besoin de moi, je vais être là pour elle aussi. Et c'est elle qui a pacé mes deux courses UTHC. On avait le droit aussi à un pacer sur le 125. Donc, elle a pacé ma première année, ma première édition. Et elle a pacé quand j'ai eu ma victoire dans Charlevoix, là, 2 ans. Fait que je la retrouve encore au Tu l'as QMT cette embauché, année. c'est bon. Ouais, elle a passé le test. Donc, elle refait la même job cette année à Québec. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette, cette pacer sur ta course, en tout cas les courses d'avant? Est-ce que c'est une question de rythme, de motivation, d'encouragement, de plaisir, tout simplement de courir peut-être avec quelqu'un? Est-ce que... toutes ces réponses. Tu sais, c'est sûr que d'un point de vue externe, le pacer n'a pas le droit de t'aider physiquement. Elle n'a pas le droit de traîner de choses. Elle n'a pas le droit de te donner de la nourriture, de te donner des choses pour t'aider, tu sais. Mais de savoir que quelqu'un avec toi, puis moi stratégiquement, ben tu sais, je vais la mettre en arrière pour me pousser au cul dans les montées. Puis les 10 derniers kilomètres, ben, la stratégie, c'est qu'elle, elle va être devant pour que moi, j'ai pu à penser où mettre mes pieds. Je fais juste la suivre. Tu sais, dans le fond, mon cerveau se déconnecte, puis là, je peux ouvrir les gaz au fond, puis plus réfléchir. Que, le pacer va beaucoup m'aider dans cette section-là pour justement, mentalement, c'est aussi quoi me dire, parce que ma stratégie, un petit peu, tu sais, j'ai stratégie, c'est un grand mot, là, j'ai pas de stratégie mais souvent, dans une course, moi, je vais partir très conservateur, puis à un moment donné, j'ouvre les gaz, puis là, je commence à rattraper. Ben là, je veux ouvrir les gaz plus tôt dans la course, où je vais être seule jusqu'au Mont-Sainte-Anne. Puis au Mont-Sainte-Anne, où je vais arriver bien éclatée, elle a comme mission de me garder les gaz au fond, même si je suis complètement explosée. Donc, c'est ça, ça va être une motivation de genre, keep going, tu sais, lâche pas, me rappeler pourquoi je suis là, pourquoi je le fais. Des fois, on oublie un peu. Me rappeler mes enfants, que tu sais, la communauté est derrière moi aussi. Donc, juste des petits mots d'encouragement, des fois, ça fait une grosse différence. Fait que elle va être là pour ça aussi, beaucoup, beaucoup. Puis, il y en a, malheureusement, que cette section-là, ils vont la faire de nuit. Donc, un paisseur aide beaucoup dans le fond, quand tu es fatigué, la fin d'un 135, avoir quelqu'un qui est avec toi, qui assure que tu te perds pas de nuit, je trouve que c'est quand même important. Fait que UTHC, ton paisseur est la section de nuit aussi. Fait que c'est ça, c'est deux courses où les paisseurs sont stratégiquement positionnés, des fois pour les sections de nuit. Ok. En tout cas, ouais, donc effectivement, ça permet de. Bon, pour toi, ce sera plutôt en tout cas l'aspect motivation et Ouais, performance pour pas lâcher le rythme. Ça, on l'a bien ouais. compris. Avant de parler de tes objectifs, en tout cas sur cette course-là, on va parler d'un sujet que tu connais forcément, c'est la parentalité et la performance. Je voulais savoir, de ton point de vue personnel,
Est-ce compatible et comment faire évoluer le regard sur les athlètes parents et notamment plus en tout cas les mères que les pères je pense sont sujets à ça en tout cas. Ouais, ben tout le long, puis tu sais, j'ai pas une grossesse facile, là, une grossesse gémellaire. Là, tout le monde s'inquiète. Mon Dieu, lâche le sport, c'est dangereux pour les bébés. Fait qu'on dirait que je me suis retirée de la compétition dès que j'ai su que j'avais des jumelles. Et quand j'ai accouché, là, tout le monde me disait, bon, c'est fini les compétitions, tu vas t'assagir, t'es rendue maman. Puis, ben, ça l'a pas fait, tu sais. Je suis née avec cette, cette idée-là de compétition, puis cette flamme-là qui brûle en moi. Puis c'est pas parce que j'ai eu des enfants que c'est parti, tu sais. Peut-être qu'il y a des gens que ça s'atténue, ils, ils veulent comme la flamme se transforme en flamme maternelle et tout. Ben moi ça n'a pas été le cas. J'ai remis des baskets puis l'envie de refaire des podiums puis de me reprouver à moi que j'étais capable encore de courir vite. Euh, Fait que la première année je vivais vraiment dans le déni en me disant mon Dieu ça n'a pas d'allure de penser encore à courir puis quand tu devrais penser à tes enfants puis les nourrir puis allaiter puis à un moment donné, tu sais, genre, j'ai eu ce que toutes les filles ont, genre dépression postpartum où tu te remets en question. Et j'ai dû prendre un recul là-dessus parce que j'en avais besoin pour moi, pour ma santé. Puis je suis revenue à la course en me disant, là, j'arrête de penser à ce que les gens vont penser de moi, puis je vais le faire pour moi, puis ils vont le voir que je cours par plaisir, puis que mes enfants, c'est pas au détriment de mes enfants, puis que mes enfants m'accompagnent partout. Tu sais, ça fait pas long que je reçois des beaux commentaires, puis ils me disent « Ah, mon Dieu, t'as donc bien une belle complicité avec tes filles, puis ah, mon Dieu! » Mais tu sais, j'en ai reçu des commentaires de merde pendant 3 4 ans pour finalement en recevoir quand ils sont rendus à 6 ans. Fait que je pense qu'il a fallu que j'aille une force puis un bon bouclier pour pas me laisser transpercer par ces flèches-là qu'on me lançait, puis me laisser peut-être influencer ou genre être déçue un peu ou me re-questionner si je faisais la bonne chose. Parce que au fond de moi, je savais que je faisais la bonne chose. Fait que, tu sais, je pense qu'être une femme dans le domaine, c'est hyper tough. Parce que là, on en voit plein, là, des athlètes hommes que leurs blondes viennent d'accoucher, puis ils amènent le bébé à la ligne de... Mais la blonde, elle s'en occupe du petit bébé, là, tu sais, pendant la course, pendant les entraînements. Puis les papas sont super gentils en disant, tu sais, la maman est présente pendant que je cours, puis pendant que je m'entraîne, puis pendant que je fais ma compétition, puis je suis hyper reconnaissant envers ça. Mais quand, inversement, c'est toi, la maman, qui s'en va des heures t'entraîner à la montagne, puis qui s'en va des heures à faire un 175 à l'UTMB, puis que ta semaine, ben, tu l'as passé à faire de la reconnaissance de parcours, ben, la vision est différente. Il faut être prêt à assumer le regard des gens. C'est en train de changer, mais c'est pas encore parfait. Puis je pense que c'est de plus en plus en parlant qu'on va briser ce tabou-là. Puis je peux vous assurer que mes filles, ils ont pas manqué d'amour parce que je fais de la compétition de haut niveau. Puis elles sont fières de voir leur maman remporter puis arriver avec une médaille ou arriver avec un trophée. Fait que je pense que je pense que c'est ça. Je pense que c'est une charge mentale qui est de plus pour la maman. Faut être prêt à l'assumer. Euh, mais mais au bout du compte, tu sais, je pense que ça va encore plus faire rayonner notre sport, de montrer qu'il y a des mamans, puis qu'il y a des petits-enfants, puis que on leur montre le meilleur de nous-mêmes, là, tu sais. Puis en plus, dans quelques années, tu pourras faire encore des photos avec eux, alors soit en course à pied ou dans d'autres sports, mais en général, c'est vrai que quand tu vois Ouais, que ça passe par l'amusement et plein de choses, en général, il y a toujours une partie de l'enfance où on aime bien pratiquer le sport, soit en compétition ou en tout cas au moins pour le plaisir. Et après, ça exact. reste des moments d'échange qui sont importants et puis plaisants pour tout le monde. Donc je comprends tout à fait ton point de vue en tout cas. J'espère que ce sera bien reçu. Ouais, oui. À présent, on va pouvoir passer à l'objectif de ta course. Alors, je voulais savoir quels sont tes objectifs personnels, que ce soit en termes de chrono, de classement, de sensations, et ce que tu attends avec impatience. J'attends
ma bière au finish line avec impatience. Non, non. En termes de temps, je peux pas trop le dire parce que j'ai comme pas de repère vu que ça l'a jamais été fait puis la distance a jamais été fait. Donc, c'est un peu l'inconnu qui m'attend. Mais si je me fie à mes temps du 110 puis mes temps du 80, j'ai extrapolé pour le 135. Donc, j'espère finir aux alentours de 17 heures, faire la course en 17 heures. Ça, c'est mon temps. Après ça, la température va jouer pour beaucoup. S'il fait 42, tout va glisser, là, tu sais, tout va glisser vers le 18 heures, puis je vais l'accepter sans problème. Tu sais, moi, quand c'est côté météo, je me dis, à un moment donné, on peut pas faire outre que de l'accepter puis d'accueillir la chaleur. Après ça, en termes de position, je sais qu'il y a eu des bons athlètes qui sont invités à la course. Donc, Emily Mans, qui m'a battue au Colorado il y a quelques mois, va être ici. Je suis très contente une fois de plus, être sur le départ avec elle. Il y a ici, tu sais, il va y avoir Mylène Sans Souci, qui est une bonne athlète, qui est sur l'équipe canadienne avec moi. Puis, je pense qu'il y a 2, 3 autres personnes, une chinoise, puis une française qui va être ici, qui a gagné le marathon des sables. Donc, tu sais, Marine ça va être Nakache. une belle bataille, puis ça va être un beau challenge. Avec tout ça, un top 5, je suis contente. Si c'est la première marche du podium, je vais être encore plus contente parce que là, je vais ramener à mes cocottes. Déjà, ils se partagent. Chloé a le trophée du QMT 110, Charlotte a le trophée du QMT 80. Donc, si j'arrive avec le trophée du QMT 135, il va peut-être avoir une bataille. Mais c'est sûr que j'aimerais ça remporter le 135. On sait jamais, tu sais, tout peut arriver dans un 135. Je vais donner le meilleur de moi, puis je me sens forte, je me sens bien. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. J'ai hâte également de voir ce que ça a donné. Est-ce que d'ailleurs tu as ton numéro de dossard déjà ou pas encore? C'est quel Oui, numéro que tu numéro as? 11. Numéro C'est un 11. Comme beau ça, on pourra faire numéro. un. Pourquoi un bon numéro? Il y a une signification particulière ce numéro ou Non. pas spécialement? Je Il me te plaît disais, bien en à tout chaque cas. fois que j'ai un numéro de dossard, je me disais, hey, c'est un beau numéro, ça. Ouais, bah c'est bien, c'est une bonne façon de voir les choses. Exact, je suis Jamais tout le temps déçu. heureuse. Bah, en tout cas, j'espère qu'il te portera chance et qu'il t'amènera loin en tout cas dans la course. Et Ah en ouais. tout cas, au niveau de mon compte Instagram, je relayerai évidemment les liens pour pouvoir te suivre en live. Et en tout cas, Ouais, surtout que j'imagine qu'il y a cette un suivi live de année, toute manière. oui, il y a un suivi live sur YouTube, mais aussi on a les 30 premiers estimés. On va avoir des puces GPS, donc on va vraiment Ok. être suivi là, tout le long sur Race Map, c'est une application. Fait que tu sais, on va être quand même super bien suivi si le GPS fonctionne. Je me rappelle que des fois, il y a des petits problèmes de GPS, mais c'est ça, si le GPS fonctionne, on va être capable de nous suivre tout le long de la course, là, Avec une localisation beaucoup plus précise que juste oui, les les temps de checkpoints. passage. Ouais, Ok. exact. Ah, bah c'est super sympa ça. C'est une bonne chose. C'est vrai qu'on le voit beaucoup en ultracyclisme. On voit pas mal justement ce genre de puces et tout, bah, de par la sécurité des participants. Ouais, Mais ça permet également voilà, de suivre les personnes. Après, toutes les 2, 3 minutes, 5 minutes, il y a quand même un point qui est donné. Donc ça permet de ouais, voir un petit peu. Donc ça, c'est super bien que en tout cas, ça arrive sur le trail et sur cette course-là en particulier. ouais. Et oui, effectivement, tu parlais de la française, c'est Marine Nakache que j'avais reçue aussi sur le podcast Oui. pour la Diagonale des Fous. Pas pour la Diagonale des Fous. J'oublie la course. Si, pour la Diagonale des Fous, où elle termine seconde. Je Un pensais avoir dit jour, une bêtise, mais ça- j'ai euh, c'était pas le j'ai cas. euh, beaucoup échangé avec les gens de la Diag en Suisse. Puis ça m'appelle beaucoup, là. Fait que peut-être en 2026, on va me voir à la Réunion. Ah, On va voir bon, mon beau ça pour en sourire. parler. Ça pour en parler de tout ça ouais, dans la partie 2. Il y aura d'ailleurs du coup le débriefing de ta course. Et puis aussi, on va connaître un peu les objectifs futurs de la saison. Où est-ce qu'on pourra te retrouver. Et puis voilà, tout ça en tout cas sera retrouvé dans la partie 2. On Oui, arrive sur la fin du podcast, mais c'est pas terminé pour autant. Comme habituellement, sur cette partie 1, je laisse le mot de la fin à mon invité. C'est un moment où tu as carte blanche. Tu peux choisir de parler du sujet que tu veux, que ce soit en lien avec le sport ou pas du tout, que ce soit cette course-là, des sujets d'actualité. Ça peut être à peu près du coup tout ce que tu veux et pendant le temps que tu veux. Donc le podcast est à toi. Si tu as besoin un peu de réflexion, il n'y a pas de souci. On pourra prendre un peu le ben temps. j'aurais peut-être deux petits mots de la fin. Un, tu m'as vraiment fait penser là, quand tu m'as dit comment tu fais pour toujours avoir un sourire dans le visage.
Ben, je pense que c'est super relié. Quand tu souris, il y a comme des petites terminaisons nerveuses qui se rendent à ton cerveau, puis ton cerveau se dit, ah, elle sourit, ça veut dire que tout va bien, faut comme continuer de bien aller. Fait qu'on dirait que juste de garder le sourire dans mes races me permet de focuser sur le positif. Euh, Fait que ouais, je vais essayer d'être souvent souriante dans une course du début à la fin, juste pour pas donner de signes avant-coureurs à mon cerveau que ça va pas si bien que ça. Puis le deuxième point que j'aimerais aborder, puis qui est encore super d'actualité, c'est les femmes dans la trail. Euh, j'ai mis mon nom à plusieurs endroits cette année, puis je promouvois les forces de... Surtout, là, on commence dans les longues distances à aller avoir des belles positions au scratch. Donc, je trouve ça super le fun, tu sais, que les femmes, on s'affirme de plus en plus, qu'on soit de plus en plus présente. Euh, Puis, tu sais, Courtney, c'est l'avant-gardiste de tout, là. Elle est en train de nous ouvrir les grandes portes. Donc, je pense que c'est un peu ça, de soutenir, puis d'y aller, puis d'affronter tous les sujets tabous, mais, tu sais, d'y aller en gang plutôt qu'une par une. Puis, je pense que de plus en plus, c'est parler, c'est partager. Donc, de continuer ça. Puis, j'ai aussi fait un partenariat avec Elive cette année, c'est la santé plutôt hormonale, mais moi, ça va être plus porté sur la santé de la femme. Puis, tu sais, longtemps, la santé de la femme a été oubliée. Tu sais, nous autres, nos hormones, c'était pas trop grave, t'avais pas ton cycle menstruel, c'est pas trop grave. Puis même moi, là, tu sais, dans le sens que pendant 14 ans, pas de cycle, j'étais comme, hey, c'est vraiment cool, je suis vraiment contente de pas gérer ça. Quand, en fin de compte, c'était super dangereux, mais c'était pas du tout connu, c'était pas parlé. Fait on vivait dans un, dans un monde complètement irréel. Fait que, tu sais, de ramener ça sur la table puis de dire on se doit de faire des vérifications, des prises de sang, mais là, autant pour l'homme que pour la femme, tu sais. Je trouve que, en ce moment, globalement, la santé est mise de l'avant, puis je trouve ça super bien, puis de mettre mon nom là-dessus. Puis au QMT, ben, on a instauré un kit de la femme. Fait qu'au ravito, il va avoir tout le kit là qu'une femme a besoin côté menstruation. Parce que je me rappelle, puis je l'ai déjà dit sur ma page Facebook en anecdote, mais je suis arrivée à un ravito, puis il n'y avait pas de tampon, puis mon tampon dans mon sac d'hydratation, ben, il avait explosé. Puis là, tu te trouves dans un pays que tu connais pas, tu essaies de te débrouiller dans la langue qui est là-bas, mais tu es dépourvu de tout. Fait que moi, je trouve que de ramener les femmes dans la même égalité que les hommes, puis de leur fournir tout au ravito, je trouve ça important. Fait que cette année, ben, toute la course QMT va avoir un kit de la femme à son ravito. Fait que c'est un peu de démystifier, de rendre ça public, d'en parler ouvertement. Fait que je pense que le mot de la fin, ça va être ça va être juste d'essayer de s'exprimer, puis de démystifier un petit peu tous les sujets qui sont tabous autour de la femme qui devraient pas l'être. Bah, Voilà. merci en tout cas, Geneviève, pour ces deux mots de la fin. Et mais c'est vrai que ce kit de la femme, j'avais déjà entendu parler. Je crois que tu avais fait une petite vidéo ou un... Si, tu avais fait une petite vidéo, je pense, sur Instagram, où je suis tombé dessus et j'avais vu justement ça et j'ai trouvé que ça, c'est une bonne Ouais. chose de pouvoir mettre ça en place parce qu'effectivement, bon, moi, personnellement, c'est que je suis pas concerné par ça, mais j'imagine que ça doit pas être très agréable, très confortable comme moment, surtout en plus de ça, si t'es pas dans un pays dont tu parles la langue, c'est vrai que ça complique énormément les Ah, choses. puis essayer de faire des langages des signes de ça, c'est Oui, vraiment pas évident, là. bon, ah, puis oui, bon, en général, quand ça tombe sur le moment avec la fatigue, la lucidité, c'est vrai que ça donne des grands moments de solitude, quoi. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Geneviève d'avoir pris le temps d'être passé sur le podcast pour nous parler de ta prochaine course. Et puis, bah, en tout cas, l'épisode sera trouvé, je pense, très rapidement. Je vais essayer de faire en sorte que quand les personnes l'écouteront, en tout cas quand vous l'écouterez, si possible, tu seras sur la course Oui, afin de pouvoir avoir donnez-moi les petites infos avant. plein d'énergie. Et vous pouvez envoyer pas mal de messages à Geneviève. Et puis, bon, voilà. Oui, C'est... En tout cas, merci à toi d'être venu. Et puis, on se retrouve bah, pour la partie 2, quelques temps après la course, quand on aura une dispo et puis que tu auras pu récupérer oui, de cet parfait. effort. Merci de Merci à toi en l'invitation. tout cas. Ça doit être bon. Tac, tac, tac. Hop, stop. Voilà.